Maman, vous aviez le cœur tendre. Oh, si tendre qu'à 17 ans, Lindor ne se fit pas attendre et qu'il n'attendit pas longtemps. Combien je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu. Maintenant, nous sommes dans le petit café. Joseph a rajeuni. Il marche d'un pas alerte. Il marche d'une table à l'autre. Il trotte d'une salle à l'autre. Le pas alerte, la jambe élastique, toujours rasé de près. On dirait un ancien marin, un vieux loup de mer qui a vu des choses extraordinaires. Il m'épate. Nous étions le 14 septembre, à 3 h de l'après-midi, par un temps doux. J'étais entrée dans ma nouvelle place, la 12e en 2 ans. L'affaire s'était traitée avec l'intermédiaire des petites annonces du Figaro, sans que je voie madame. Enfin, me voilà en Normandie, au Ménil-Roi. La propriété de madame, qui n'est pas très loin du village, s'appelle le Prieuré. C'est à peu près tout ce que je sais de l'endroit où je vais vivre. Oh, je ne suis pas en inquiétude, ni sans regret d'être venue, à la suite d'un coup de tête. Mais je me demande ce qui va encore m'arriver ici. Qui me dit que j'aurai comme femme le même succès qu'en tant que femme de chambre? Le charme que nous exerçons sur les hommes ne dépend pas seulement de nous, si jolis que nous puissions être. Il dépend du lieu où nous vivons, du luxe, de vie sans bien, et de nos maîtresses elles-mêmes, et du désir qu'elles excitent. En nous aimant, c'est un peu d'elles, et beaucoup de leur mystère que les hommes aiment en nous. Si l'on n'avait pas la Sainte Vierge ou Saint Antoine de Padoue, mais ce qu'on deviendrait, et jusqu'où on irait, le diable seul le sait. Je n'ai point de défense contre les hommes désintéressés. Ah oui, j'aime trop l'amour. Ah oui, quand ils me parlent, ces monstres-là, et que je sens sur ma nuque le piquant de leur barbe et la chaleur de leur haleine, va te promener. Ah, je ne suis qu'une chiffre. Et c'est eux qui ont de moi tout ce qu'ils veulent. Donc, me voilà au prieuré. Certes, madame est assez gentille avec moi, mais en m'interrogeant sur ceci, sur cela, sur mon passé, sur mes aptitudes, elle m'a regardée avec cette impudence sournoise et tranquille de vieux douaniers qu'elles ont toutes. Madame m'a promenée dans toute la maison, ce que c'est grand. Mais à chaque minute, elle me disait: « Il faut bien faire attention à ça, ma fille. C'est très rare, ça, ma fille. C'est très joli, ça, ma fille. Ça coûte très cher, ma fille. Vous voyez, cette lampe, elle coûte très cher. Et on ne peut la réparer qu'en Angleterre. Est-ce que je l'appelle la petite mère, moi? Et puis ce très cher est agaçant à la fin. La petite mère, et ton pot de chambre, est-ce qu'il coûte cher? Et l'envoie-t-on à Londres lorsqu'il est fait laid? Non, la vraie. La maison n'est pas si bien que ça. C'est triste, vieux, branlant, c'est toc et province. Et puis madame manque de chic. Elle retarde d'au moins 10 ans sur la mode. Et quelle mode! Elle ne serait pas si mal que ça si elle voulait. Mais je serais bien étonnée qu'elle fût portée sur la chose. Aux expressions de son visage, aux gestes durs. Après tout, j'en ai connu de plus sévères et de plus grincheuses qu'elle, qui étaient de fameuses gourgandines, qui faisaient les 400 coups avec leur valet de chambre et leur cocher. Êtes-vous casseuse? Soigneuse? Avez-vous de la mémoire? Beaucoup d'ordre? Et puis ça finissait par: êtes-vous propre? Ah, je la connais, la rengaine. Quand madame m'a montré son cabinet de toilette, il me tarde de voir madame toute nue pour m'amuser un peu. Ça doit être du joli. J'adore servir à table. C'est là qu'on surprend ses maîtres dans toute leur nature intime. Prudents d'abord, se surveillant l'un l'autre. Ils en arrivent peu à peu à s'étaler, à se dévoiler
tels qu'ils sont, sans phare et sans voile, oubliant qu'ils ont autour d'eux quelqu'un qui écoute et qui note leur tard, leur bosse morale, les plaies secrètes de leur existence, tout ce que peut contenir d'infamie et de rêves ignobles le cerveau des honnêtes gens. Ramasser ces aveux, les étiqueter dans notre mémoire en attendant de s'en faire une arme terrible au jour des comptes à rendre. C'est une des grandes et fortes joies de notre métier. Et c'est la revanche la plus précieuse de nos humiliations. Le soir, comme je mettais le couvert, monsieur est entré dans la salle à manger. Grand, large de carrure, forte moustache noire, teint mat, manière bon enfant, lèvres charnues. Je suis sûre qu'il est porté sur la chose. D'ailleurs, il m'a regardé d'un air de bienveillance, de surprise, de contentement, de déshabilleur, sans brutalité. Tout à coup, il murmure « Célestine, vous vous sentez rudement bon. Je vois que monsieur est chasseur. Monsieur a-t-il fait une bonne chasse aujourd'hui? » Je ne fais jamais une bonne chasse, Célestine. C'est pour marcher, pour ne pas rester ici où je m'ennuie. C'est-à-dire, je m'ennuyais, car maintenant, enfin, voilà. La lampe, Célestine, vous voyez bien qu'il fait nuit. Je ne devrais pas avoir à vous demander la lampe. Me criez, madame, que ce soit la dernière fois. Et puis, je n'aime pas qu'on se mette des parfums. Vous entendez? Pauvre monsieur qui aime mon parfum. Alors, pour matérialiser ma secrète invocation, de lui en faire voir à cette pécore, je pris soin de frôler légèrement l'épaule de monsieur et je me retirai. L'office n'est pas gai. En plus de moi, il y a deux domestiques. Une cuisinière grincheuse, Marianne, un jardinier cocher, Joseph, qui ne dit jamais rien. Elle, grasse, molle, flasque, de gros seins énormes et difformes. Lui, en manche de chemise, tablier de travail rasé, sec, nerveux, manière au bon enfant. On nous a servi du lard au chou, du fromage puant et du cidre aigre. Je n'ai pas voulu manger. Pendant ce temps, le jardinier cocher s'emplissait la bouche de gros morceaux de lard et me regardait en dessous. Regard gênant. Silence trouble. Est-il godiche? Est-il canaille? Je n'en sais rien. Le soir, après le dîner, Joseph a tiré de sa poche la libre parole, qu'il a lue avec attention. Marianne m'a demandé d'où j'étais, où j'avais été, et si j'étais contre les Juifs. À mon tour, j'ai demandé des renseignements sur la maison. S'il venait souvent du monde, quel genre, si monsieur faisait attention à la femme de chambre, et si madame avait un amant. Ah, sa tête est celle de Joseph. On n'a pas idée de ce qu'ils sont en retard en province. Ça ne voit rien, ça n'entend rien, ça ne comprend rien. Ma chambre. Une sale petite chambre sous les combles, ouverte au froid l'hiver, à la chaleur l'été. Un méchant lit de fer et une trop petite armoire de bois blanc qui ne ferme pas. La chambre de Marianne est voisine à la mienne par une mince cloison. J'ai cru qu'il viendrait coucher avec elle, mais non. Maintenant, elle ronfle. Ah, ce que je vais me faire vieille dans cette baraque. Non, la vraie. Je n'ai pas encore écrit le nom de mes maîtres. Monsieur et madame Lanlaire. Va te faire Lanlaire. Isidore et Euphrasie. Je vous demande un peu. La mercière, chez qui je suis allée pour un rassortiment de soie, m'a donné des renseignements sur la maison. Oh, mais c'est pas joli, joli. Hein. Ah, ils en ont de bonnes langues en province. Mazette. Ils ont plus d'1 million. Ils économisent sur tout. Ils chipotent sur tout. Ils rognent sur tout. Et s'ils pouvaient prendre quelque chose dans la besace d'un mendiant, ils le feraient sans remords, avec une joie sauvage. Mais on n'en veut pas, monsieur. Monsieur n'est pas fier.
D'ailleurs, monsieur n'est rien chez lui, moins que le chat. Au milieu de toute sa richesse, il est encore plus démuni que tout le monde ici. Mais il ne bronche pas, il ne bronche jamais. Monsieur et madame ne sont rien l'un pour l'autre. Madame est malade du ventre et ne peut plus avoir d'enfant. Et ne veut plus entendre parler de la chose. Lorsque madame apprend que monsieur a voulu se payer une petite joie d'amour, ce sont des scènes terribles, des brouilles qui peuvent durer des mois. Alors on voit monsieur s'en aller dans la campagne et marcher, marcher comme un fou. Parler tout seul, dans le vent, dans la pluie, dans la neige. Et malgré leur inutilité criminelle et leur malfaisance sociale, leur million leur donne une auréole de respectabilité et presque de gloire. On les salue plus bas que les autres. On les accueille avec plus d'empressement que les autres. Ah oui, je suis bien tombée. Madame s'habille toute seule et se coiffe elle-même. C'est-à-dire que je ne suis même pas une femme de chambre. Ici, je ne sais pas ce que je suis. Et pourtant, habillée, déshabillée, coiffée, il n'y a que cela qui me plaise dans ce métier. J'aime à jouer avec les chemises de nuit, les chiffons et les rubans, tripoter les lingeries, les chapeaux, les dentelles, les fourrures, frotter mes maîtres après le bain, les poudrer, poncer leurs pieds, parfumer leur poitrine, oxygéner leur chevelure, les connaître enfin, du bout de leur mule à la pointe de leur chignon, les voir toutes nues, devenir une amie, une confidente de leur rêve, de leur déception d'amour. Dans les cabinets de toilette, comme les masques tombent, et comme s'effritent et se lézardent les façades les plus orgueilleuses. Tantôt, j'ai croisé monsieur dans l'escalier. Il partait à la chasse. Monsieur m'a regardé d'un air polissant. Ah, et ses yeux brillaient comme deux braises. Mais madame est apparue en haut de l'escalier. Monsieur est parti de son côté, moi du mien. Dommage. Dommage. Le soir, j'ai entendu madame qui disait à monsieur, sur un ton aimable que vous pouvez soupçonner, « Je ne veux pas que l'on soit familier avec mes domestiques. Ces domestiques. » Dans la journée, monsieur et madame sont sortis en voiture. Alors, le cabinet de toilette, les chambres, le bureau de monsieur, les placards, les armoires, les buffets sont fermés à clé. Alors, je suis restée dans ma chambre, j'ai écrit à ma mère et j'ai lu en famille. Quel joli livre, qu'il est bien écrit. C'est drôle tout de même. J'aime bien entendre des choses cochonnes, mais je n'aime pas en lire. Je n'aime que les livres qui font pleurer. Ah, quelle baraque, mon Dieu! Pour un oui, pour un non, madame nous fait monter et descendre les deux maudits étages. On n'a même pas le temps de s'asseoir dans la lingerie pour souffler un peu. Qu'il faut se lever et repartir. Ça ne fait rien que l'on soit disposé. Bring, bring, bring. Moi, dans ces moments-là, j'ai au rein des douleurs qui me plient en deux, qui me tordent le ventre et me feraient crier. Ça ne fait rien, ça ne compte pas. On n'a pas le droit d'être malade. On n'a pas le droit de souffrir. La souffrance, c'est un luxe de maître. Nous, nous devons marcher, au risque de tomber. Bring, bring, bring. Et si au coup de sonnette l'on tarde un peu venir, alors ce sont des colères, des reproches, des scènes. Eh bien, n'entendez-vous pas? Êtes-vous sourde? Cela fait 3 heures que l'on sonne, mais c'est agaçant à la fin. Apportez-moi une aiguille. J'apporte une aiguille. Apportez-moi un bouton. Mais qu'est-ce que c'est que ce bouton? Un blanc, numéro 4. Et puis non, je n'ai pas le temps. Et le sort dans la lingerie est en tête. Comment? Vous n'avez rien fait? Mais à quoi employez-vous vos journées? Je ne vous paie pas pour que vous flâniez du matin jusqu'au soir. Mais madame m'a dérangé tout le temps. Je vous ai dérangé, moi. D'abord, je vous défends de répondre. Je sais ce que je dis. Je commence à bien connaître monsieur. Loin de madame, il n'est plus le même. Son visage, c'est clair. Son œil, lui. L'autre matinée, comme j'allais étendre du linge sur la haie, je le vis en train de jardiner. Du moins, il faisait semblant. Dehors, il n'oublie jamais de m'adresser un petit mot gentil, après s'être bien assuré que madame ne peut l'épier. Eh bien, Célestine, j'espère que vous vous habituez ici maintenant.
Mais certainement, monsieur, je m'habitue. À la bonne heure. Et puis, les jambes écartées, les paupières bridées. Je parie, Célestine, que vous avez dû en faire des farces à Paris. Une jolie fille comme vous. Ah oui, moi je suis pour qu'on s'amuse. Moi je suis pour l'amour, non d'un chien. Je dis d'un ton sec, en même temps très noble. Monsieur se trompe. Monsieur croit parler à ces autres femmes de chambre. Je suis une honnête fille. Monsieur mériterait que j'aille tout de suite me plaindre à madame. Il m'empoignade moi. Non, non, non. J'étais prodigieusement ridicule, livide, silencieux. Enfin, après des efforts presque douloureux. Aimez-vous les poires, Célestine? Oui, monsieur. Alors, comme un enfant maraudeur, dans la crainte d'être surpris par sa femme, il détacha une poire de l'arbre et me la donna si piteusement. Ses genoux tremblaient, sa main tremblait, ses genoux fléchissaient. Tenez, Célestine, cachez ça dans votre tablier, parce que je veux que vous soyez heureuse. Sa sincérité, l'ardeur de son désir, sa gaucherie, ses paroles effarées, sa force mâle, tout cela m'attendrit. Oh, monsieur, si madame nous voyait. Eh bien quoi, madame? J'en ai par-dessus la tête, j'en ai assez de madame. Monsieur se trompe, monsieur n'est pas juste. Madame est une femme très aimable. Très aimable, elle m'a gâché la vie. Je ne suis plus un homme, je ne suis plus rien. Tout le monde se fout de moi dans le pays. Et tout ça à cause de qui? À cause de ma femme, Célestine. C'est une vache, oui, Célestine, une vache, une vache, une vache. Pauvre monsieur, je jouais de lui avec une aisance merveilleuse. Et d'un simple regard, je le faisais passer de la colère à l'attendrissement. Oh, Célestine, vous êtes si douce. Si vous vouliez, si je voulais quoi? Si vous vouliez, enfin, vous savez bien. Monsieur n'y pense pas. Mais je ne pense qu'à cela, Célestine, parce que je suis fou de vous, Célestine. Je ne dors plus, je me sens tout malade. Mais n'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas une brute, moi. Je ne vous ferai pas d'enfant. Un mot de plus, je dis tout à madame. Ah, mais si quelqu'un nous voyait dans le jardin, il s'arrêta net, honteux, confus, tout bête. Il ne savait plus que faire, ni de ses yeux, ni de ses mains, ni de toute sa personne. Infiniment triste et suppliant, il gémit. Célestine, je vous ai dit cela, comme j'aurais dit autre chose, comme j'aurais dit n'importe quoi. Je suis une vieille bête, et il ne faut surtout pas en parler à madame. Je me sauvais pour ne pas rire. Oh oui, j'avais envie de rire. Et pourtant, un sentiment chantait dans mon cœur, quelque chose, comment expliquer cela, de maternel. Bien sûr que monsieur ne me plairait pas pour coucher avec, mais un de plus, un de moins, finalement, qu'est-ce que ça ferait? Je pourrais lui donner du bonheur au petit père qui en est si privé. Et puis, j'en aurais de la joie, moi aussi. Car donner du bonheur aux autres, c'est peut-être meilleur que d'en recevoir des autres. Même lorsque notre chef reste insensible aux caresses, quoi de plus magnifique et désireux que de voir un pauvre diable dont les yeux se tournent et qui se pâme dans vos bras. Et puis, ce serait rigolo, à cause de madame. Nous verrons plus tard. L'après-midi, monsieur a cassé du bois pendant près de 4 heures. De la lingerie, j'écoutais avec fierté les coups de maillet sur les coins de fer. Pauvre monsieur, je crois que j'étais un peu trop raide avec lui dans le jardin. Ah, ces regards humiliés, implorants, suppliants, qui ne cessent de me demander pardon. Quoique je suis redevenue aguichante et gentille, il ne me dit plus rien de la chose, même pas le coup du bouton de culotte. Et pourtant, il est visible qu'il en a envie, qu'il en meurt d'envie de plus en plus. Une fois, avec quelque chose dans les yeux, il m'a dit, « Célestine, vous cirez très bien mes chaussures, très bien. » J'attendais le coup du bouton, mais non, il est parti. Mais voilà ce qui est encore plus fort. Madame était partie au marché, monsieur était parti depuis le matin avec son fusil et son chien. Il est rentré de bonne heure, ayant tué 3 gribes, et monta dans son cabinet de toilette
pour prendre un tube. Pour ça, monsieur ne craint pas l'eau. Alors, je pensais que c'était le moment favorable d'essayer quelque chose avec lui. Je collais mon oreille à la porte du cabinet, au milieu des brusquement, j'ouvris la porte. Il était là, de face, tout mouillé, grelottant et l'éponge à la main. Ah, sa tête, ses yeux, jamais je ne vis, je crois, un homme aussi ahuri. Il s'était servi de son éponge, comme d'une feuille de vigne. Ah, tout de même, c'est un bel homme, hein, Mazette. Naturellement, je poussais un cri de pudeur alarmée, refermais la porte avec violence et je me disais, il va me rappeler, c'est sûr. J'attendis quelques minutes, mais rien. Il réfléchit, pensais-je, il va me rappeler. En vain. Bientôt, l'eau ruissela de nouveau. Ah non, il est trop bête, murmurai-je dépitée et furieuse. Après le dîner, madame au salon disait, « Je te dis que tu fais attention à cette fille. » Et monsieur répondait, « Moi? Ah, quelle idée! Ça, par exemple, voyons, mignonne, une fille pareille, une roulure pareille, une sale fille qui a peut-être de mauvaises maladies. Ah, celle-là, elle est trop forte. Avec ça que je ne connais pas ta conduite et tes goûts. Et la petite Géguro, 15 ans, misérable. Et puis, ça m'est égal. Je ne suis pas jaloux. Tu peux coucher avec cette Célestine. Ce que je ne veux pas, c'est que cela me coûte de l'argent. Ah, je les retiens tous les deux. Et puis je ne sais pas si, comme le prétend madame, monsieur trousse les petites filles dans la campagne. Et quand bien même cela serait, monsieur n'aurait pas tort, si tel est son plaisir. Et madame ne l'en donne jamais. Du moins, depuis que je suis ici, monsieur peut se fouiller. Alors ça, j'en suis certaine. Ils ont une femme de chambre, ils n'ont qu'un lit, une femme de chambre à la cool, et qui sait ce qu'elle dit. Elle n'a pas besoin d'écouter aux portes. Ce soir, nous sommes restés plus longtemps que d'habitude dans la cuisine. J'ai aidé à Marianne à faire ses comptes. Joseph s'humanise un peu avec moi. Il daigne me parler de temps en temps. Il a lu la Livre Parole. C'est son journal. Sa lecture terminée, il a bien voulu m'exposer ses opinions politiques. Il est là de la République qui le ruine et le déshonore. Il veut du sabre. Il est pour la religion parce que, enfin, voilà, il est pour la religion. Joseph est violemment antisémite. Il fait partie de toutes les associations religieuses, patriotiques, militaires du département. Il englobe dans la même haine protestants, francs-maçons, religieux, tous les brigands qui ne mettent pas les pieds à l'église et qui ne sont d'ailleurs que des juifs déguisés. Mais il n'est pas clérical. Il est pour la religion. Voilà tout. Marianne approuve de temps en temps. Moi aussi, bien sûr, je suis pour l'armée, pour la patrie, pour la religion, mais je suis contre les juifs. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi je suis contre les juifs. Les juifs et les catholiques, c'est tout le temps. Elles sont toutes aussi vicieuses, ont d'aussi sale caractère, et d'aussi vilaines âmes les unes que les autres. Mais Joseph ne veut rien entendre, et il est parti se coucher. Aussitôt, Marianne a tiré du buffet une bouteille d'eau de vie. Nous avions besoin de nous remettre. Plus en confiance, elle m'a raconté son enfance, sa jeunesse difficile, enceinte et chassée par une marchande de tabac qui couchait avec tout le monde. Après un silence, je demande « Et le gosse ?» Marianne s'est reversée à boire et nous sommes ensuite montés dans nos chambres un peu grises. Maintenant que les jours raccourcissent, monsieur se tient avant le dîner dans le bureau où il fait le diable sait quoi. Remuer des vieux papiers, pointer des catalogues, feuilleter des livres de chasse. Hier soir, cependant, nous avons échangé quelques courtes paroles. Célestine, vous êtes méchante avec moi. Pourquoi êtes-vous méchante avec moi? Mais, monsieur sait bien que je suis une roulure. Voyons. Une sale fille. Voyons, voyons. Que j'ai des mauvaises maladies. Nom de chien, Célestine. Mais écoutez-moi, Célestine. Voyons, Célestine. Merde. Mais ça ne m'amuse plus de lui mettre par mes coquetteries la tête et le cœur à l'envers. Rien ne m'amuse ici. Et le pire, c'est que rien ne m'embête. Une torpeur m'envahit, émousse ma sensibilité,
m'aide à mieux subir, endurer les criailleries et les reproches de madame. Merde! Ça ne m'amuse plus par mes coquetteries de lui mettre la tête et le cœur à l'envers. Rien ne m'amuse ici, et pourtant rien ne m'y embête. Un certain contentement à bavarder le soir avec Marianne. Et Joseph, étrange Joseph. Joseph peut être amoureux de moi. Cela me flatte, mon Dieu. Et j'en suis là. J'ai écrit en vain à mes anciens camarades des lettres pressantes et désolées. Je les ai suppliés de s'occuper de moi, de me trouver une place quelconque, de m'arracher de mon enfer, et de me retrouver sur Paris une place quelconque. Aucune ne me répond. Je n'aurais jamais cru. Joseph a obtenu de madame 6 jours de congé. C'est décidé. Demain, sous prétexte d'affaires de famille, il se rendra à Cherbourg. Il achètera son petit café. Pendant quelques jours, un ami sûr s'en chargera. Cela m'étonne. Il ne parle pas de moi. Quand vous serez parti, Joseph, la maison ne sera pas tenable pour moi. Moi aussi, je partirai. Je partirai pour Paris. Il n'a pas un mot, pas un regard, pas un cri suppliant envers moi. Sans lever la tête, il dit « Que voulez-vous que j'y fasse? On ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils refusent de faire. » Non, non, Joseph, c'est vous qui ne m'aimez plus. Ce n'est pas ça, Célestine. Je rêve de vous, Célestine, de vous dans le petit café. Vous faites ce que vous faites. Moi, je fais ce que je fais. Je rêve de vous, Célestine. De vous et du petit café. Joseph, mon petit Joseph, il faut se mettre ensemble tout de suite. Oui, mais c'est sérieux. C'est pour toujours. Et il faut être sage. On ne peut pas faire ça sans que le prêtre y passe. Et nous restions là, tous les deux, l'un devant l'autre. Lui, les yeux brillants, la respiration courte. Moi, les bras rompus, la tête bourdonnante, le feu au corps. Oui, seul, il me plut 4 mois. Puis après, j'estimais Valère et fis 2 heureuses à la fois. Combien je regrette mon principe du ma jambe bien faible et le temps perdu.